Bon alors, je suis désolée, mais j'avais plus de vinaigre pour la salade. Du coup, il faudra juste se contenter de l'huile d'olive. Tu vas encore nous décanaguer celle-là. Je te sers? Bon, sinon, on fait quoi pour les vacances? Moi perso, j'adorerais en Grèce. C'est pas une blague, hein, pour une fois. Tu m'avais dit qu'on irait en Italie. Ah, ça va, c'est bon. Ils sont bruns, l'eau de la même couleur. On mange des olives et de la feta. Attention, tu tiens jamais tes promesses. Ah, c'est bon. Dans sa famille en Italie. Ça va pas? Ouais, vieux, tu fais une gueule enterrement depuis tout à l'heure. Ça va, j'ai mal au bide. Va chier. Dis Alex. Quoi? Donne le bide. Tu veux que je te fasse une tisane? Non, ça va. Ça t'évitera de faire des anémies dans la cuisine. Ouais. Bon. On y va? Vous partez déjà? Ouais, on devait parler des vacances. Ça va, c'est bon, on a encore 2 mois pour parler des vacances. D'accord. Allez. Faites attention sur la route. Merci. Bisous. Salut. Qu'est-ce qui va pas? Ce qui va pas? Je vais t'expliquer ce qui va pas. Ce qui va pas, c'est que je vois ma gonzesse se trémousser le cul sous les yeux de mon meilleur ami toute la soirée. C'est ça qui va pas. Quoi? Fais ton innocente. Mon innocente? Mais t'as bu là ou quoi? Ouais. C'est moi qui ai bu tout le vinaigre. Écoute, tu sais quoi? Je vais prendre ma douche, je vais te laisser redescendre un petit peu et reprendre tes esprits, ça va? Espèce de garce. C'est à moi que tu parles. Ouais, c'est à toi que je parle. Mais t'es complètement malade ou quoi? Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, espèce de petite salope. Tu m'écoutes? Que je te surprenne encore une seule fois avec un mec. Et en particulier un de mes potes. Je t'amoche. T'as compris? Je t'amoche pour que plus jamais un seul mec te trouve bizarre. C'est clair? Je vais partir. De quoi? Je vais partir. Tu vas partir? Ouais. Pardon. Je recommencerai plus, je te le jure. Je vous présente le post-4 des violences conjugales concernant les hommes violents. Alors nous allons débuter d'abord par les caractéristiques. Alors le caractéristique 1, c'est le contrôle. Donc il se montre extrêmement contrôlant. Il veut toujours avoir le dernier mot et prendre toutes les décisions, même celles qui vous concernent directement. Il s'emporte souvent quand les choses ne vont pas dans leur sens. Deuxième point, c'est la jalousie. Il est très jaloux. Il s'agit en fait, il veut que ça soit fait comme lui. Il veut que ça soit fait. Il veut en fait vous avoir rien que pour lui. En fait, dans sa tête, dans son esprit, vous lui appartenez. Donc, il va justifier en fait son attitude, son comportement, en fait, en évoquant son amour en fait, tout simplement pour vous. Donc il va dire, donc quand il va se
porter mal. Enfin, quand il va faire sa crise de jalousie, il va dire oui, mais voilà, si j'étais jaloux, c'est parce que moi je t'aime, parce que ceci, parce que cela. Ou alors, il peut être jaloux de n'importe qui, pas seulement parce qu'un homme vous regarde, mais aussi de vos amis, de votre famille, et aussi il va avoir tendance à les rabaisser. Troisième point, nous avons l'isolement. Alors, l'isolement, en fait, il n'aime pas que vous fréquentiez vos amis du sexe masculin. Donc, il est même réticent, en fait, face à vos copines, à votre famille. Donc, comme je disais au point par rapport à la jalousie. Donc, il va vous isoler complètement. Donc, il va vous éloigner de toutes les personnes qui vous aiment. Après, nous avons la non-responsabilisation. Donc, c'est-à-dire qu'il ne va jamais admettre ses torts. Donc, en fait, il va rejeter toute la responsabilité sur vous. En fait, c'est votre faute. En fait, il va blâmer toute sa frustration, toute sa colère, tout simplement sur vous. Ensuite, on a la violence verbale. Donc, il a tendance toujours à vous dénigrer. Il vous humilie, il minimise vos bons coups, donc tout ce que vous pouvez faire, il va le minimiser en fait. Tout ce que vous pouvez dire et tout, etc. Toutes vos activités, il va tout minimiser. Donc il vous laisse en fait entendre que en fait, vous avez de la chance d'être avec un homme comme lui parce qu'il vous aime autant, parce qu'il vous aime et tout, etc. Tout en vous rabaissant. Malgré toutes vos faiblesses en fait. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser la violence verbale et il va souvent vous faire tout simplement des reproches qui sont injustifiés. Ensuite, le dernier point des caractéristiques, ça va être la manipulation. La manipulation, c'est vraiment, en fait, ça va être vraiment son outil favori. Donc, fréquemment, donc très souvent, il va avoir vraiment recours à la menace. Donc, il peut vous faire du chantage pour parvenir à ses fins, surtout si vous semblez hésiter à poursuivre cette relation. Donc, il peut faire genre des menaces de suicide ou des menaces de vous tuer ou de s'en prendre à ci ou de s'en prendre à là ou tout simplement de vous pourrir la vie pour en fait avoir vraiment cet accès de contrôle. Donc, la manipulation va vraiment être un bon outil. Il faut que vous sachiez en fait que en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est vraiment en fait quand la personne, donc la victime, va décider de quitter en fait cette relation. Ce qui va se passer, c'est que ça va l'angoisser. Ça va vraiment entrer une angoisse et c'est comme ça qu'il va rentrer dans la manipulation en fait pour que la personne ne puisse pas le quitter et qu'elle reste là. Et il peut avoir de la manipulation économique, émotionnelle, psychique, enfin il va tout utiliser. Donc sachez également que les hommes qui ont eux-mêmes, en fait ce sont des hommes qui ont été eux-mêmes victimes de violences ou témoins de violences familiales dans l'enfance et ils sont en fait des sujets plus à risque d'être à leur tour violents et il suffit qu'il y ait en fait des éléments déclencheurs comme l'usage de l'alcool ou de la drogue. Qu'est-ce qui fait qu'en fait que cette personne elle en arrive là? En fait, il y a des études qui ont été faites en fait par rapport aux enfants abandonnés. Donc il y a eu un groupe d'enfants, donc on a fait des études par rapport à un groupe d'enfants qui ont été abandonnés et en fait on a pu en fait donc des personnes qui donc et un groupe et un groupe violent. Donc il y a eu deux groupes, le groupe d'enfants abandonnés et le groupe de personnes violentes. Et en fait ce qu'on a pu remarquer, c'était qu'il y avait une grosse carence affective. Et donc en fait cette carence affective elle va vraiment provoquer une vulnérabilité qui va être déjà acquise en fait durant l'enfance. Ce qui va faire c'est que ça ne va pas en fait le sécuriser. Donc il n'y aura pas de sécurité en fait à cet enfant là. Donc ils ne savent pas contrôler en fait les émotions. Et en fait ce qu'ils ont besoin c'est d'une sécurité verbale. Donc leur profil ça va être comme je disais plus haut, donc il va avoir
enfin les agressions, je dirais plutôt. Donc ce sont des agressions verbales, psychologiques, sexuelles, et en fait leur domination, elle repose sur l'économie, contre la conjointe, et la violence qui va constituer en fait un moyen de dominer en fait sur elle. En fait, les faits peuvent être simples ou graves. On peut souligner aussi chez eux donc une autodestruction, donc des passages à l'acte tels que des comportements suicidaires ou parasuicidaires, une mauvaise évaluation, donc une mauvaise évaluation de soi, une mauvaise estime de soi, donc et en fait ce qui va vraiment engendrer un délit, des agressions. Donc il y a aussi une étude qui va démontrer en fait que les hommes qui commettent de la violence conjugale éprouvent des difficultés avec les affects liés à la séparation. Donc la perte réelle ou imaginée qui s'apparente à la perte d'une partie de soi. Donc en fait, pour lui, s'il perd en fait, s'il a plus de contrôle, s'il perd, il sent qu'il perd en fait la victime, sa conjointe, pour lui en fait, il se sent en danger en fait. Il se sent en fait en danger et ça le fait rentrer dans une profonde angoisse parce qu'il perd une partie de lui en fait. Parce qu'il faut bien comprendre que dans ce type de relation, il s'agit en fait, c'est vraiment une notion de contrôle de l'autre. Donc en fait, le fait qu'il contrôle l'autre, ça calme en fait ça calme en fait son angoisse de perdre l'autre. Et donc en fait cette angoisse là, ça va être vraiment l'angoisse de l'abandon. Donc ça va vraiment vraiment très profondément, ça va vraiment très loin. Donc il est très sensible à la perte de l'objet, il est très sensible euh, à perdre en fait la personne avec qui il est. Et cette angoisse en fait elle va se manifester tout simplement par la perte du conjoint. Donc il suffit que le conjoint va s'éloigner ou qu'il aura un manque de disponibilité affective et bim, ça va déclencher en fait tout simplement son angoisse. Donc ils se sentent en fait vulnérables, impuissants, et ils n'ont pas cette mentalisation. Donc ils sont en fait dans leur structure psychologique, ils sont vraiment dans un conflit intrapsychique et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important à comprendre. Donc il y a vraiment un attachement à l'autre qui est complètement désorganisé. Donc tout est désorganisé au niveau de sa structure psychique, de son attachement en fait à l'autre. Donc c'est vraiment très important de comprendre. Et donc ça peut être dû à plein de choses, par exemple un abus qu'il y a eu durant l'enfance ou une figure paternelle qui a été absente. C'est vraiment en fait c'est vraiment leur impulsivité qui va présenter en fait cette organisation psychique. Et tout cela va amener à commettre de la violence conjugale. Donc les partenaires ou les deux personnes ils sont vraiment dans un type d'attachement qui est vraiment insécure et ils vont montrer une des plus grandes prévalences de la violence verbale. Donc une personne qui se sent en sécurité, qui a vraiment cet attachement insécure, oui, elle va être susceptible de commettre de la violence tout simplement verbale. Alors on va parler du schéma de la violence par rapport aux agresseurs. Donc il faut savoir déjà d'avance que la violence conjugale elle arrive rarement sans que ça soit prévenu. Donc il est bien rare qu'elle survienne dès le début de la relation. Si c'était le cas, ce serait plus facile pour que la victime elle puisse partir en fait. Et donc en fait il rentre, comme je disais au tout début, c'est vraiment son grand outil, ça va vraiment être la manipulation. Donc on s'imagine vraiment très mal une femme qui va rentrer dans une relation où l'homme n'est pas galant en fait au départ. Donc au départ c'est l'image qu'il donne, c'est que c'est un homme qui est très galant, qui est voilà.
il donne envie, en fait, tout simplement. Donc, en fait, en règle générale, le climat de la violence, elle va vraiment s'installer graduellement. Donc, ça va aller crescendo, étape par étape, au sein du couple. Et même, ça va vraiment aller quand la femme, en fait, elle va vraiment se sentir, enfin, ou la personne, parce qu'il y a aussi des hommes qui se font, qui sont victimes. Donc, il y a aussi des femmes violentes. Et donc, du coup, l'agresseur, en fait, il va vraiment aller graduellement, en fait, dans ces violences. Il va vraiment attendre que la victime soit vraiment en totale confiance avec lui, tout simplement. Donc, lorsque le mal est fait, les épisodes de la violence sont souvent suivis par des épisodes idylliques, par des périodes de paix relatives. C'est ce qui fait en fait que la violence conjugale est particulièrement perverse et que les femmes qui en sont victimes ne savent souvent, elles savent pas en fait sur quel pied danser, parce qu'un coup il est gentil, un coup il est méchant, il est rabaissant, méprisant, et puis un coup il frappe, et puis il redemande pardon, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, des débuts prometteurs. Donc, au début de la relation, l'homme il est prédisposé à se montrer violents, sont généralement doux comme des agneaux. Donc ce que je disais, ce sont des hommes qui sont passionnés, éclins à couvrir leur amoureuse de cadeaux, de l'étourdir de gestes romantiques éventuellement. Donc c'est vraiment quelque chose, la lune de miel quoi. On se dit waouh. Donc les premiers comportements inquiétants apparaissent en fait peu à peu. En fait, c'est vraiment crescendo, comme je disais. Il attend vraiment que la personne se mette en confiance. Donc, nous allons développer par la montée, en fait, par le cycle de la violence. Donc, il y a la montée de la tension. Donc, au début, il s'agit des reproches, sans importance, souvent passagers. Il n'aime pas telle ou telle robe que sa conjointe porte. Il n'aime pas telle ou telle cuisine, enfin ce qu'elle cuisine éventuellement, les reproches se font de plus en plus fréquemment et de plus en plus, elles vont être de plus en plus virulentes quoi. Donc parallèlement, le conjoint va tout faire, il va tout mettre en œuvre en fait pour isoler sa femme et il va la déclarer qu'il n'aime pas ses amis, qu'il n'aime pas sa famille, qu'il refuse de passer du temps avec eux. Si elle manifeste en fait, si la victime elle manifeste l'envie de les voir, il utilisera toujours le chantage affectif pour tenter de l'empêcher de voir sa famille ou ses amis proches. Donc au bout d'un certain temps, ces comportements prennent de plus en plus d'ampleur et la femme va en fait finir par douter d'elle-même, de perdre confiance en elle. Donc c'est vraiment son but, c'est qu'elle s'isole, qu'elle va vraiment perdre toute confiance en elle, donc la victime. Et donc en fait cela ça va le rendre ça va la rendre encore plus dépendante de son conjoint. Donc il va faire tout ça, il va organiser en fait tout ça, tout simplement pour que la personne que la victime elle soit dépendante de lui. Donc généralement avant que la violence ne devienne manifeste, donc il y a vraiment une escalade de tension au sein du couple, souvent encastrée par tout simplement le conjoint il va transformer le moindre détail, le moindre prétexte pour amorcer un conflit en fait, tout simplement. Ensuite, malheureusement, il y a la violence qui se manifeste. Après quelques temps, le conjoint il va éclater et se montrer violent. Donc la violence peut être physique, donc ça peut être des coups, des gifles, des bousculades, des agressions sexuelles, etc. Mais il peut également s'agir d'un éclat de rage particulière brutale ou d'une forme de violence psychologique, toutefois douloureuse pour la victime. Après, ensuite, quand ça se passe, comme je disais, il demande pardon et tout, etc. Donc il y a la justification et la lune de miel. Donc après une telle manifestation d'agressivité, le conjoint va tenter généralement de rejeter la faute sur la conjointe et de justifier par tous les moyens avant d'éventuellement de montrer ses regrets, ses remords. Tout d'un coup, donc il va dire oui c'est ta faute, tu vois qu'est-ce que je deviens, tu vois qu'est-ce que je suis obligée de te faire. Donc ça va vraiment être des discours tels quels. Et donc, du coup, et après,
tout d'un coup, il va redevenir angélique, gentil, prévenant. Il va tenter de se racheter. Il promet qu'il ne va plus agir comme ça, que ça ne se reproduira plus jamais. Et même si la conjointe, elle va essayer en fait de le quitter, ben, il va sortir le grand jeu, il va la supplier. Et voilà, ou des fois ça peut même aller jusqu'à du chantage affectif. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que l'agresseur est dans un contexte relationnel où il se sent en insécurité et que tout remonte en fait à son enfance, en rapport en fait avec ce rapport de relation mère-enfant, de son attachement tout simplement avec elle. Soit ça peut être aussi souvent, ça peut remonter aussi à l'enfant enfoui en lui, donc l'enfant intérieur qui a été maltraité, qui a été ou qui a été témoin de violences conjugales de ses parents. Et donc du coup, tout ça a vraiment formé, ça peut former en fait au niveau de sa structure, une structure qui est complètement déstructurée. Et on peut dire que ce genre de personne, elle peut aller vers une névrose obsessionnelle, mais très très forte, quoi. Une névrose obsessionnelle pathologique, quoi. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous a plu et que vous avez pu apprendre davantage. Et je vous souhaite une bonne soirée.